Troisième temps, aujourd'hui, d'une semaine forcément trop courte que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à l'immense Frédéric Nietzsche, avec ce soir Emmanuel Salanskis, jeune philosophe, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Reims. Impossible de présenter Nietzsche de façon exhaustive dans une semaine. D'abord, ce serait le trahir que d'en faire un portrait exhaustif. Et puis surtout, c'est inenvisageable évidemment dans l'espace restreint de 5 demi-heures. On va donc se contenter d'évoquer quelques passages de Nietzsche. On a parlé hier de la première partie, de la première section de Par-delà bien et mal. Et on va parler ce soir de la première dissertation de la généalogie de la morale. La première dissertation de la généalogie de la morale est un texte cardinal, majeur, intitulé « Bon et méchant, bon et mauvais », un remède peut-être à ceux qui pensent qu'il suffit d'être bien pensant pour bien penser. Bonsoir Emmanuel Salanskis. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur France Culture. Première question, est-ce qu'on peut dire avec Nietzsche, il me semble même qu'il le dit lui-même, et en quel sens le dit-il d'ailleurs, qu'il faut protéger les forts contre les faibles ? Il le dit tout à fait. C'est un des paradoxes du premier traité de la généalogie de la morale. Il le dit pour une raison principale, c'est que les faibles sont beaucoup plus intelligents. Ils sont beaucoup plus intelligents parce que les forts n'ont pas besoin de développer quelque chose comme l'intelligence. Ils sont puissants, ils agissent, donc ils obéissent à un certain schéma de ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance, qui est sa grande hypothèse de lecture de la réalité. Ils obéissent à un schéma où les pulsions se déchargent dans des actions au fur et à mesure qu'elles surviennent, et où par conséquent on obtient quelque chose comme un mode de vie sain, un mode de vie où la sûreté d'instinct est préservée. Donc les conditions fondamentales de la vie sont réunies. Alors pourquoi inventer quelque chose comme l'intelligence, la spiritualité ? C'est quelque chose, selon Nietzsche, qui n'a pu être inventé que par les faibles, ceux qui étaient impuissants. Ce que vous dites ici fait penser à son passage du Crépuscule des idoles, donc il écrira après la généalogie de la morale. La généalogie de la morale, dans la bibliographie nietzschéenne, est déjà un livre tardif. Le Crépuscule des idoles, il l'écrira juste après, quand il parlera du rachitique Socrate, celui qui fait usage de la dialectique pour humilier l'Athénien. Absolument, et particulièrement les aristocrates athéniens, qui théoriquement étaient les héritiers de cette noblesse qui est un concept psychologique et pulsionnel essentiellement, bien que au commencement il soit aussi politique et pourquoi pas guerrier. Les aristocrates athéniens auraient dû, si Athènes avait encore été dans sa splendeur, pouvoir résister à l'attrait de la dialectique socratique. Donc l'attrait de la pensée consciente, du raisonnement, de la réflexion sur ce qu'il faut faire. Et le fait qu'ils aient finalement succombé au socratisme était, aux yeux de Nietzsche, un signe de décadence. Alors, ce qu'il appelle le socratisme ici, c'est l'équation, ce qu'il appelle cette équation socratique, raison égale vertu égale bonheur. Oui, absolument. Mais donc ça s'oppose à ce que Nietzsche appelle la sûreté d'instinct. La sûreté d'instinct qui est le fait que les pulsions caractérisées comme infraconscientes se déploient selon la logique de la volonté de puissance, donc pour gagner de la puissance et pour qu'un sentiment de plaisir puisse accompagner ce gain de puissance. Mais tout ça doit pouvoir s'effectuer, abstraction faite de tout raisonnement, de toute réflexion consciente, et la réflexion consciente, c'est déjà un signe de déclin, en un sens. Ça, c'est extraordinaire chez Nietzsche, il faut le noter quand même. C'est un de ces très rares philosophes chez qui, et d'ailleurs de ce point de vue, il est assez fidèle à lui-même. Il se contredit assez peu, justement, chez qui il y a très peu de démonstrations. Oui, qu'ai-je à faire de réfutation ? Les valeurs, la morale, tout ce dont parle la généalogie de la morale, ce sont des conditions d'existence avant tout, et en un sens physiologique. Donc c'est une physiologie qui certes est pour une large part métaphorique, qui n'est pas la physiologie scientifique du temps de Nietzsche, mais malgré tout, condition de vie, ça veut dire quelque chose que on adopte de manière infraconsciente. Donc sûrement pas en se référant à des arguments, à des démonstrations. Les arguments et les démonstrations sont des symptômes. En somme, on pourrait dire à la suite de Nietzsche que ce qui est viscéral est irréfutable, Emmanuel Salanskis.
c'est irréfutable. On peut toujours le réfuter, mais quel effet, à proprement parler, aura cette réfutation? Pas plus qu'on ne réfute un sentiment. Voilà, précisément. Il dit ceci. On est dans le crépuscule des idoles d'ailleurs. On devait parler de la généalogie de la morale, mais on part dans le crépuscule des idoles. Et pourquoi pas, allons-y. Il dit ceci, qui pourrait d'ailleurs être dit par les tenants de la foi la plus obscure. Il dit: ce qui a besoin d'être prouvé ne vaut pas grand-chose. Ce qui a besoin d'être prouvé ne vaut pas grand-chose. C'est une phrase qui pourrait être dans la bouche de celui qui dit que l'existence de Dieu, par exemple, en ce qu'elle est indémontrable, est irréfutable, et c'est tant mieux. Mais l'existence de Dieu, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être prouvée, justement? Ceux qui la démontrent le font déchoir. Oui, peut-être, mais beaucoup de philosophes se sont crus obligés de la prouver, et on a quand même une longue tradition en Occident de tentatives de démonstration de l'existence de Dieu. Oui, mais est-ce que, par exemple, pardonnez-moi, mais quand Nietzsche explique que ce qui a besoin d'être prouvé ne vaut pas grand-chose, il dit en substance ce que Kant dira pour déconstruire justement l'ambition cartésienne de démontrer l'existence de Dieu, en disant que Dieu est un au-delà de la connaissance. Est-ce que Nietzsche n'est pas kantien à ce moment-là? Nietzsche est kantien à certains égards. Il est kantien dans le prolongement d'une certaine valorisation de la critique. Ça c'est ce que Deleuze avait soutenu dans son petit livre Nietzsche et la philosophie, qui est grand petit livre. Grand petit livre qu'on peut critiquer aussi au nom d'une certaine rigueur philologique, mais qui est un ouvrage extrêmement stimulant. Il faut le lui reconnaître. Donc, il y a certes un rapport de Nietzsche à Kant sur la critique, également sur la question de la distinction entre phénomène et noumène, qui, malgré tout... Noumène désignant chez Kant l'inconnaissable, en somme. Hein. C'est ça, désignant l'inconnaissable, ce qui est en deçà du phénomène, et donc en deçà de ce que nous pouvons expérimenter et réduire à une connaissance. Bon. Alors la différence quand même entre Kant et Nietzsche, il y en a plusieurs, citons-en deux. La première, c'est que Nietzsche écrivait bien, et la deuxième, c'est que Nietzsche pratiquait l'injure. En Socrate, dit-il, le goût des Grecs s'altère au profit de la dialectique. Que s'est-il au juste passé? C'est avant tout un goût aristocratique qui est vaincu. Avec la dialectique, c'est la plèbe qui prend le dessus. Avant Socrate, la bonne société récusait les procédés dialectiques. On trouvait que c'était là de mauvais procédés qui donnaient mauvais genre. On en détournait la jeunesse. On se méfiait aussi de cette manière de présenter ses arguments. Les causes honnêtes, comme les honnêtes gens, ne présentent pas leurs raisons à pleine main. Il est incorrect de montrer du doigt, et surtout des 5 doigts. Ce qui a besoin d'être prouvé ne vaut pas grand-chose. Partout où l'autorité est encore de bon ton, partout où on ne donne pas des raisons mais des ordres, le dialecticien est une sorte de pitre. On s'en amuse, on ne le prend pas au sérieux. Socrate fut le pitre qui se fit prendre au sérieux. Alors il y a une expression qu'il faut absolument prononcer dans ce contexte, c'est celle de moralité des mœurs. C'est ça le grand concept auquel Nietzsche se réfère implicitement ici, sans prononcer le mot magique, mais c'est souvent ce qu'il fait. La moralité des mœurs, c'est une époque préhistorique de la morale, préhistorique par rapport à nous, bien entendu, où les mœurs font autorité et ne sont pas questionnées, n'ont pas à être questionnées par un individu qui adopterait une position de repli par rapport à la société qui l'entoure, par rapport aux coutumes de cette société qui l'entoure. La moralité des mœurs, c'est une époque où l'individu n'a pas encore émergé au sens moderne du terme, et où, par conséquent, rien de tel qu'une réflexion de l'individu sur la légitimité des mœurs n'a lieu. Donc Socrate, c'est déjà quelqu'un qui rompt avec cette époque de la morale. Et cette rupture, elle est une étape historique extrêmement importante. Donc, elle prépare tout ce que Nietzsche appelle la spiritualisation. Donc, elle est incontournable, c'est sans doute un mal nécessaire, mais malgré tout, pour Nietzsche, c'est un mal. Ça pose toutes sortes de questions. Alors, vous avez cité tout à l'heure l'expression archi-fameuse de Nietzsche sur la volonté de puissance, et je voudrais qu'avec vous, Emmanuel Salanski, si vous en êtes d'accord, on revienne un peu sur les malentendus auxquels cette expression a pu donner lieu. Absolument. La volonté de puissance chez Nietzsche, ça n'est pas, contrairement à ce que prétendent ceux qui ne l'ont pas lu, la volonté de pouvoir. Non, ça n'est pas la volonté de pouvoir, et ça n'est pas non plus une volonté substantialisée, une volonté principe, une volonté libre. Une volonté qui trouverait sa source dans un sujet volontaire. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de sujet derrière le vouloir, derrière l'agir. Il n'y a pas d'être derrière l'agir. C'est la formule que Nietzsche utilise dans La généalogie de la morale, paragraphe 13 du premier traité.
L'hypothèse de la volonté de puissance, elle vise à déconstruire tout un schéma linguistique, grammatical, de la description des actions. L'idée qu'il y aurait un sujet, un verbe, un objet, et en particulier une distinction entre le sujet et le verbe, mais aussi entre le sujet et l'objet. Donc toutes ces distinctions, Nietzsche les conteste au moyen de cette hypothèse de la volonté de puissance, qu'il formule particulièrement dans Par-delà et bien et mal, paragraphe 36. Alors, quand on refuse ces distinctions, il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut plus dire. On ne peut plus dire qu'un sujet convoite un objet qui serait par exemple le pouvoir, ou qui serait quelque chose qui vous donne le moyen d'exercer un pouvoir sur autrui. La volonté de puissance, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Si on voulait résumer cette thèse, qui est très difficile à résumer, on pourrait dire que toute force va au bout de ses conséquences, en toute nécessité, et que sans le véritable aucune liberté. crime, d'ailleurs, le véritable crime contre l'humanité serait de séparer la force de ce qu'elle peut, qui là encore est une phrase qui sujette à caution chez Nietzsche. Oui, alors évidemment, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de crime à cet égard? Nietzsche prend la défense de Calliclès contre Socrate. Quand il parle du Gorgias, il prend la défense de Calliclès, l'interlocuteur de Socrate, qui fait justement l'éloge de la force contre la dialectique socratique. Oui, mais pour pouvoir restaurer un point de vue critique depuis lequel on peut condamner une position ou un discours, ça ne va pas de soi chez Nietzsche. Et ça nous amènerait vers le concept de généalogie. Ça ne va pas de soi parce que ce qui est clair, c'est que les êtres vivants vivent conformément à un certain nombre de conditions de vie qui sont leurs valeurs. Donc les êtres vivants évaluent. Donc il y a des valeurs en ce sens-là, mais c'est en un sens presque physiologique, c'est-à-dire qui relèverait presque encore du fait. Il y a un fait des valeurs, si vous voulez. Toute la question, c'est de savoir au nom de quoi est-ce qu'on peut critiquer les valeurs que les êtres vivants spontanément affirment ou préfèrent. Au nom de quoi? Et au nom de quoi, il faut qu'il existe quelque chose comme un point de vue médical sur ces valeurs en un sens physiologique. Donc il faut que Nietzsche puisse se poser comme un philosophe médecin, ce qui est une des métaphoriques les plus importantes dans son œuvre. Et bon, alors, le critère majeur qu'applique ce philosophe médecin pour juger des valeurs effectives, c'est le critère de la puissance, de la santé, de ce qui favorise l'épanouissement de la vie. C'est le jeune philosophe Emmanuel Salanskis qui est avec nous ce soir dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance pour évoquer la première dissertation, le premier traité, comme on dit, de la généalogie de la morale. Emmanuel Salanskis, vous venez de parler de la figure nietzschéenne du philosophe médecin. Cette figure nietzschéenne du philosophe médecin, on la retrouve justement dans le fameux marteau de Nietzsche. Le sous-titre du Crépuscule des idoles, c'est comment ton philosophe à coups de marteau. Absolument. Or, le marteau dont il parle et dont les mauvais lecteurs de Nietzsche font uniquement le marteau de l'iconoclaste, celui qui détruit les idoles, est également chez Nietzsche le marteau du médecin qui prend le pouls de son époque comme de ses contemporains. Oui, ça correspond à une technique médicale qui s'appelle la percussion. Et effectivement, c'est une technique d'auscultation du médecin qui vise à déterminer ce dont le patient souffre dans l'intérieur de son corps. Intéressant quand même qu'il se soit défini lui-même comme philosophe médecin alors qu'il a été malade toute sa vie. Est-ce qu'il aurait été médecin s'il n'avait pas été malade? Sans doute non, sans doute non. Mais alors, quelle était sa maladie? De quoi souffrait-il? Ça n'est pas évident. Dans Ecce Homo, il dit que ce qui a rendu possible son discours philosophique, dans une large mesure, c'est le fait de se situer à l'interface entre santé et maladie, finalement. Il était malade, il était décadent, mais il était malade au sens que lui-même Nietzsche donne à cette notion de maladie, et il a guéri, ce qui lui permet à la fois de bien savoir de quoi il retourne dans la maladie, et malgré tout, d'être en mesure de condamner cette maladie
et de proposer quelque chose qui la dépasse. Ce que vous dites permet de revenir d'ailleurs sur un des problèmes que pose la pensée de Nietzsche, sur la question de la souffrance. Nietzsche est peut-être le plus antichrétien de tous les philosophes, du moins le prétend-il. Du moins le prétend-il. Du moins le prétend-il. Et pourtant, il y a un dolorisme nietzschéen. Il y a ce qu'il appelle une culture de la grande souffrance. Et pourtant, Nietzsche est celui qui ne croit pas, justement, à la façon des chrétiens, à la vertu rédemptrice de la douleur comme de la souffrance. Alors, que signifie chez Nietzsche cette façon qu'il a de magnifier la culture de la souffrance? Je voudrais lire ici l'aphorisme 225 de Par-delà bien et mal. Il dit ceci: la culture de la souffrance, de la grande souffrance, ne savez-vous pas que c'est là l'unique cause des dépassements de l'homme, cette tension de l'âme dans le malheur qui l'aguerrit, son frisson au moment du grand naufrage, son ingéniosité et sa vaillance à supporter le malheur, à l'endurer, à l'interpréter, à l'exploiter jusqu'au bout, tout ce qui lui a jamais été donné de profondeur, de secret, de dissimulation, d'esprit, de ruse, de grandeur, n'a-t-il pas été acquis par la souffrance à travers la culture de la grande souffrance? Oui, bien sûr. Alors ça renverrait encore à l'hypothèse de la volonté de puissance, qui est tout de même une des façons d'unifier la démarche de Nietzsche. Il n'y a pas d'élévation possible sans souffrance, puisque pour qu'une force puisse s'étendre, se développer, aller au bout de ses conséquences, il faut malgré tout qu'elle soit capable de surmonter des résistances qui s'opposent à elle, qui s'opposent à sa tendance. Donc, de là la fameuse phrase de Nietzsche que tout le monde connaît sans savoir qu'elle est de lui: ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Absolument. Certes, il ne faut pas succomber à la souffrance, il ne faut ni l'affirmer bêtement, ni la nier. La nier, ce serait une manière de tomber dans ce que Ainsi parlait Zarathustra dénonce, c'est-à-dire le dernier homme. Le dernier homme qui cherche à tout prix une situation de confort, et de confort matériel, moral. Les derniers hommes se chauffent entre eux en se frottant les uns aux autres. Et dans cette situation-là, il n'y a plus de résistance, donc il n'y a pas non plus de dépassement de la résistance, donc d'élévation. Donc ça n'est pas ce que Nietzsche réclame. Nietzsche nous demande d'accepter le fait que la souffrance est incontournable dans la vie, mais pas pour succomber à une espèce de masochisme stérile et statique, mais pour pratiquer ce qu'il appelle la Selbstüberwindung, c'est-à-dire l'auto-dépassement, le dépassement de soi. L'acte de se dépasser soi-même. Voilà. Il y aurait du masochisme chez Nietzsche si Nietzsche conservait la structure sujet-verbe-objet. Si Nietzsche conservait l'idée qu'en somme, un individu, un humain, est la source radicale, inaugurale de ses actions, et qu'en somme, par la souffrance, c'est à lui-même et à lui seulement qu'il s'adresse. Il y aurait peut-être à ce moment-là du masochisme chez Nietzsche. Mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Emmanuel Salanskis, Nietzsche contrevient à la structure grammaticale de la pensée, qui veut qu'on pense en sujet, verbe, objet, et que dans la vie, on considère que, d'une certaine manière, on décide avant d'agir. Pour Nietzsche, l'action est un préalable. Je vous propose d'entendre, lu par Georges Claes, qui nous accompagne toute cette semaine, le fameux paragraphe 13 de la première dissertation de la généalogie de la morale, dans lequel Nietzsche, justement, déconstruit l'idée du sujet en faisant valoir que l'action est tout. Que les agneaux en veuillent aux oiseaux de proie, voilà qui ne surprend personne. Pourtant, il n'y a pas de raison d'en vouloir aux grands oiseaux de proie de ce qu'ils ravissent de petits agneaux. Et si les agneaux se disent entre eux, ces oiseaux de proie sont méchants, et celui qui est aussi peu que possible un oiseau de proie, qui en est même le contraire, un agneau, celui-là ne serait-il pas bon? Il n'y a rien à redire à cette façon d'ériger un idéal, si ce n'est que les oiseaux de proie regarderont tout cela d'un œil quelque peu moqueur, et se diront peut-être « nous ne leur en voulons pas du tout à ces bons agneaux ». Nous les aimons, même. Rien n'est plus savoureux qu'un tendre agneau. Exiger de la force qu'elle ne se manifeste pas comme force, et qu'elle ne soit pas une volonté de subjuguer, une volonté de terrasser, une volonté de dominer, une soif d'ennemi, de résistance et de triomphe, c'est aussi absurde qu'exiger de la faiblesse de se manifester comme force. Une quantité déterminée de force correspond à une même quantité d'instinct, de volonté, d'activité. Mieux, elle n'est rien d'autre que précisément cet instinct, cette volonté, cette activité. Et il ne peut sembler en être autrement que sous l'influence séductrice du langage et des erreurs fondamentales de la raison sédimentées en lui, qui comprend, se méprenant, toute action comme conditionnée par un agent, par un sujet. De même en effet que le peuple distingue la foudre de son éclat
et prend ce dernier pour une action, pour l'effet causé par un sujet qui s'appelle foudre. De même, la morale populaire distingue la force de ces manifestations comme si l'homme fort cachait un substrat neutre auquel il serait loisible de manifester ou non de la force. Un tel substrat n'existe pas. Il n'existe pas d'être au-dessous de l'action, de l'effet, du devenir, l'agent. L'agent n'est qu'ajouté à l'action. L'action est tout. Pas d'être au-dessous de l'action, pas de substrat, Emmanuel Salanskis. Oui, alors... Ce qui est quand même un paradoxe à première vue insurmontable. Hein. C'est le même homme qui dit « on croit en Dieu tant qu'on croit en la grammaire ». Oui, absolument. Alors, pas d'être sous l'action, ça veut dire sûrement pas de volonté libre, mais ça ne veut pas dire que ça n'avait aucun intérêt dans l'histoire d'inventer la notion de responsabilité. Nietzsche est un philosophe qui ne croit pas à la liberté ou au libre arbitre au sens où ses prédécesseurs ont pu défendre cette notion. Descartes c'est l'anti-Descartes, pour voilà. le dire rapidement. Sur cette question-là, on peut le penser. Mais certes, les faibles, les agneaux, pour reprendre les métaphores animales que pratique le paragraphe 13, les agneaux inventent la notion de responsabilité pour pouvoir condamner les forts, les puissants, et leur imputer leurs actions violentes ou brutales comme des fautes, des crimes. C'est l'invention de la notion de faute. Alors, naturellement, c'est un mensonge, et eu égard à l'hypothèse de la volonté de puissance... Le mensonge, c'est le talent qu'a l'agneau, finalement plus fort que l'aigle. Plus intelligent. Et plus intelligent, donc plus redoutable. Donc il faut protéger l'aigle contre l'agneau, du point de vue de Nietzsche. C'est le talent qu'aurait l'agneau de se faire passer pour bon au motif qu'il est faible, et l'aigle pour méchant au motif qu'il est fort. Voilà. Donc en inventant corrélativement les notions de liberté et de responsabilité. Je serais libre de faire autrement, mais donc de ne pas être faible, d'être puissant, de faire comme le fort, mais j'y renonce. Donc c'est la vertu renonçante. Je suis vertueux puisque j'y renonce, alors que j'en aurais la possibilité. Alors, bien entendu, c'est faux, c'est un mensonge. Mais néanmoins... En même temps, on voit comment on a pu lire Nietzsche dans le sens d'une exaltation de la force brutale. Et pourtant, c'est bien loin de son esprit. Et c'est là qu'il faut être très précis. Emmanuel Salanskis, c'est très important. C'est sans doute le contresens le plus crucial, le plus crucial, le plus spontané, le plus crucial qu'on peut faire sur la généalogie de la morale. Défendez-le. De penser que ce serait un texte qui nous exhorterait à revenir finalement à la force brute, à la force de l'oiseau de proie, de l'aigle, contre le discours de l'agneau. Contre les mensonges de l'agneau. Qui est en somme le discours qu'on a indexé, enfin qu'on a déposé sur Nietzsche pour en faire le penseur quasi officiel du Troisième Reich. Oui, mais toute la subtilité du propos de Nietzsche à ce sujet, c'est que l'agneau certes ment, mais l'agneau inaugure la spiritualité finalement. C'est lui qui est intelligent, c'est lui qui, en renonçant à la mise en action directe de ses instincts, se donne la possibilité de les élaborer sur un autre plan, de les spiritualiser, et donc s'ouvre aussi le royaume de l'imaginaire. C'est le faible qui tiendra un discours imaginaire, certes, sur les châtiments à venir qu'encourront les forts. Le faible inaugure la spiritualité, la spiritualisation. Et ça, c'est très important dans l'histoire, tout simplement. C'est très important de passer d'un régime d'exécution brute des pulsions ou des instincts à une spiritualisation de ces pulsions. Et tout ça, c'est l'histoire de la culture, finalement. L'histoire de la culture, c'est la spiritualisation de ce que Nietzsche appelle la cruauté. Et c'est tout à fait capital d'entrer dans cette histoire de la culture, d'entrer dans cette élaboration des pulsions brutes. Donc Nietzsche ne nous propose pas de revenir au tout début de cette histoire, au commencement de cette histoire, à l'époque où les actions étaient encore brutes, si je puis dire. Nietzsche nous propose, du sein de cette spiritualité que nous avons malgré tout acquise, de retrouver les vertus de la force,
de retrouver les vertus de la sûreté d'instinct, de l'actualisation des instincts, mais pas une actualisation qui ne sera plus brutale. De la même façon que Rousseau n'appelle pas l'homme, le citadin, à retourner à la nature, c'est un peu analogue. Nietzsche n'appelle pas l'individu démocratique à en revenir à l'expression anarchique de sa violence. Non. Le mot d'ordre de Nietzsche n'est pas de redevenir oiseau de proie ou splendide bête blonde, pour reprendre une autre métaphore animale qui, elle, se rencontre dans le paragraphe 11. Il ne faut pas redevenir une splendide bête blonde, mais il faut dépasser le statut d'agneau, malgré tout. Dépasser le statut d'agneau et dépasser le statut de l'impuissant qui, certes, accède à la spiritualité, à la spiritualisation, mais malgré tout cuve son agressivité, cuve ses instincts et ne parvient plus du tout, d'une quelconque manière, à les extérioriser dans le monde. Mais celui qui brasse ses instincts dans la cuve d'une haine inassouvie, comme il dit, celui-là, j'en reviens à la phrase avec laquelle je vous ai interrompu tout à l'heure, c'est celui qui désormais contient un troupeau en lui. Donc Nietzsche disait, jadis le moi a été perdu dans le troupeau, désormais le troupeau est caché dans le moi. L'homme du ressentiment en démocratie, c'est celui qui dissimule son ressentiment sous les idées les plus répandues, les plus communes. Ça, ce serait l'interprétation que Nietzsche nous propose du socialisme et de l'anarchisme, parce qu'il ne fait pas une distinction très rigoureuse entre socialisme et anarchisme. C'est celui, et finalement, la figure de Rousseau serait assez proche de ce statut-là, c'est celui qui trouve comme débouché pour son ressentiment la juste cause, disons, la juste cause politique, le fait de défendre les faibles, les opprimés, et de vouloir les faire accéder à des droits égaux, etc. Donc ça, Nietzsche n'y est pas favorable, c'est pas un penseur démocratique, c'est un penseur aristocratique, malgré tout. Mais l'aristocratie que Nietzsche dont Nietzsche voudrait se faire le porte-parole, ça n'est pas celle des guerriers des premiers temps de la préhistoire de la morale. Mais quels sont Alors, chez Rousseau, il y a une possibilité de rédemption dans la décadence humaine. Restons sur cette analogie juste un instant pour terminer cette émission avec vous. Chez Rousseau, il y a la possibilité d'une rédemption, c'est un vocabulaire rousseauiste, d'une rédemption de l'homme par l'idée de pitié, qui serait une espèce d'écho de l'homme à l'état de nature. Est-ce qu'il y a chez Nietzsche, dans un espace démocratique, la possibilité de retrouver, de renouer quelque chose qui relève de l'aristocratie ? Je pense que ce serait en tout cas une solution intéressante philosophiquement à ce problème conceptuel du rapport entre démocratie et aristocratie. Malgré tout, ce qui fait difficulté chez Nietzsche à ce niveau-là, c'est qu'il ne croit pas à l'indépendance totale entre noblesse d'âme, noblesse en un sens spirituel ou spiritualisé, donc à l'indépendance totale de cette noblesse d'âme vis-à-vis de la noblesse sociale et politique. Là, il faudrait revenir sur la notion de pathos de la distance. Le pathos de la distance, c'est le sentiment d'être distingué, d'être un être de distinction. Et ce sentiment, au moins au début, ne peut pas se développer si on n'est pas effectivement distingué socialement et politiquement. Il faudra qu'on s'arrête là-dessus, sur cette idée de pathos de la distance qu'on trouve dans la première dissertation de la généalogie de la morale. Brahms, toujours, pour nous accompagner aujourd'hui dans cette émission consacrée à la première dissertation, premier traité de la généalogie de la morale, en compagnie d'Emmanuel Salanskis, dont je rappelle qu'il est jeune philosophe, ATER, comme on dit, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Reims, sous la direction de Patrick Voetling. Demain, nous parlerons avec Dorian Astor, philosophe, germaniste, ancien contre-ténor, de Nietzsche et de la question de la musique qui fait le cœur vivace de la pensée de Nietzsche. On en parlera demain. À la technique aujourd'hui, c'était Michel Mestre, dont le stylo décidément s'est égaré dans les travées en béton de la Maison de Radio France. À la réalisation, Ghislaine David, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richet. France Culture, 20h.
Tout de suite, on retrouve À Voix Nue sur France Culture.